Qui se souvient d'elle? Personne. Et pourtant, ce fut une des lionnes de Paris, à l'époque pas si lointaine d'Ève Lavallière, de Liane de Pougy et de la belle Othello. Elle était une authentique nièce de Lamartine, mais l'auteur de Josselin était mort depuis 5 ou 6 ans déjà lorsqu'elle naquit. Mais elle allait passer sa jeunesse dans le domaine de Saint-Point, vivre où il avait vécu, connaître des gens qu'il avait connus, et tout autour d'elle, on parlait du poète. Aussi toute jeune, conçut-elle l'ambition d'écrire. En 1905, elle publie Poèmes du soleil et de la mer, puis Trilogie de l'amour et de la mort, et c'est le succès. Enfin, un peu plus tard, elle rencontre Marinetti, l'inventeur présumé du futurisme. Elle est conquise, et elle publie coup sur coup en 1912 Manifeste de la femme futuriste et Manifeste futuriste de la luxure. Plus tard, elle rencontre D'Annunzio, et cette fois encore, elle est conquise. Elle disait un jour, « J'ai tout consommé avec ferveur, sauf le mariage. » À l'aube de la Première Guerre mondiale, Valentine de Saint-Point était de toutes les querelles de salon. Et chaque fois, elle se jetait dans la bagarre à corps perdu. Ce qui fit dire à Émilienne d'Alençon qui ne l'aimait pas, « À corps perdu, pas perdu pour tout le monde. » Fawzia Zouhari, bonjour. Bonjour. Alors, vous avez écrit une biographie romancée de Valentine de Saint-Point, La caravane des chimères, d'après le titre d'une de ses œuvres d'ailleurs. Vous êtes la seule, je crois, à vous être réellement intéressée à Valentine de Saint-Point. Je pense que oui, à partir d'une thèse que j'avais soutenue à la Sorbonne, donc j'ai fait une biographie. Il y a beaucoup de gens qui s'intéressent à Valentine de Saint-Point de jour en jour, mais il n'y a pas encore d'écrit sur Valentine de Saint-Point. Enfin, vous l'avez fait. Alors, ce que l'on vient d'entendre en dit long sur les ragots qui pouvaient courir sur une femme qui était, il faut le dire, très très belle et douée pour tous les arts. C'est exactement le ton avec lequel on a décrit pendant des années, on continue un peu à décrire Valentine de Saint-Point. C'était une femme qui a fait une œuvre, mais on ne parle pas de cette œuvre. On parle de deux choses, le futurisme et Lamartine. Donc il y a deux sortes de déterminisme en fait, le futurisme et la famille Lamartine, qui ont occulté ce qu'a été le personnage, son itinéraire et son œuvre. Alors physiquement, elle était effectivement elle très était belle. superbe. Vous avez qu'elle des était photos. superbe. Elle avait un léger défaut, elle était petite de taille, mais parfaitement bien faite, avec des yeux bleus, des cheveux châtains et avec des tresses un peu plus claires. Et puis elle s'habillait d'une façon qui choquait tout le monde à la Belle Époque, et notamment avec des coupures en soie rouge, de pourpre, avec lesquelles elle se présentait, qui étaient des coupures de soie transparente. Ce qui lui valait une fois la cour d'un certain ministre qui s'approche d'elle en disant « Mais que sont ces chardons ?» Il y avait des chardons sur le tissu qui sont sur votre absence de robe. Pourquoi donc? Et elle dit « C'est pour attirer les ânes ». Et elle avait ce genre de réplique qui lui valait effectivement beaucoup de haine et de la part de ses contemporains. Elle a été, on le sait peu, donc une des égéries de Rodin, qui disait, je crois d'elle, c'est la déesse de chair de mon inspiration de marbre, ce qui n'est pas rien quand même. Ce qui n'est pas rien. Elle posait effectivement pour Rodin, elle a posé pour Mucha, elle avait de grandes amitiés, Ravel et Éric Satie faisaient des musiques pour elle, Guillaume Apollinaire commentait ses peintures au Salon d'automne, Gabriel D'Annunzio l'appelait la fille du soleil, Gabriel de Tarde le chevalier Saint-Point. Non, elle était admirée, courue, c'était un véritable phénomène à l'époque, mais elle était en même temps très très détestée parce qu'elle était d'un orgueil outrancier. Orgueil outrancier, il faut aussi signaler qu'elle était à la fois poète, dramaturge, écrivain, danseuse, on le verra un peu plus tard, ce qui était quand même assez exceptionnel. C'est-à-dire qu'elle entendait vivre pleinement, c'est-à-dire de corps et d'esprit, mais elle entendait aussi faire ce qu'on appelait à l'époque, et qui était à la mode, l'œuvre totale. Et l'œuvre totale, c'était de toucher à tout à la fois, aussi bien la peinture que la poésie que la danse. Donc elle voulait créer l'œuvre totale dans laquelle toutes les expressions de l'esprit, qu'elles soient littéraires ou artistiques, soient présentes.
Alors, ce qui est étrange, Fawzia Zouhari, c'est l'évolution de Valentine de Saint-Point, de l'orgueil à l'ascèse, du culte du surêtre nietzschéen au Coran, et en fin de compte, son cheminement de l'Occident à l'Orient. Il y a effectivement une véritable rupture qui se fait exactement au niveau de la Grande Guerre. Valentine de Saint-Point, qui était nietzschéenne, qui était tout à fait pro-occidentale, etc., change d'avis quand la guerre arrive et conclut que l'Occident, c'est un peu la civilisation du matérialisme, de la guerre, etc. Donc, on peut pas... On est obligé d'aller très vite, mais elle décide de se convertir à l'islam et puis elle part en Égypte. Donc il y a une rupture totale et un itinéraire qui change complètement d'orientation. Alors cet orgueil, évidemment, ça n'est pas l'orgueil, le culte du moi barésien. Cet orgueil, dit-elle, c'est une joie de la conscience, science de la joie et de la douleur. Et nous allons entendre un poème, Prélude, qui est tiré des poèmes d'orgueil publiés en 1908, où l'on sent que ce qui la caractérise, c'est l'emportement et la ferveur. Voici multiple et une et sauvage, la fleur éclose dans la mer, sur le roc solitaire. Elle n'a les parfums ni les goûts de la terre, sentant l'embrun, elle a l'amertume d'un pleur. Impérieuses et sensuelles, les fêtes de la mer et du vent ont assailli l'écueil, sans déraciner ni ployer la fleur d'orgueil. Debout, elle est restée au milieu des tempêtes. L'orgueil, Dieu plus que tous, féroce, insatiable, par qui la vie est rude et plus âpre la mort, qui réclame toujours un surhumain effort, n'exaltant qu'en rongeant l'âme incommensurable. Blessure ouverte d'où s'échappe tout le sang, d'où jaillit l'enthousiasme et d'où coule la vie. Joyeuse et douloureuse, et dédaignant l'envie, grave, je vais, traçant le sillage puissant. Orgueil, pourtant, tu n'es qu'amertume et douleur. L'âpreté grise et ta violence est sublime, qui détient le mystère et l'attrait de l'abîme. Les ascètes et Dieu connaissent ta valeur. Et je te porte comme une belle cuirasse qu'on ne dépose pas. Je souris à ton poids que je meus, qui m'en sert. Et je chante, et je chois l'orgueil qui me détruit, l'orgueil que je surpasse. Voici multiple et une et sauvage la fleur, l'orgueil qui me détruit, l'orgueil que je surpasse. Oui, vous aurez remarqué à quel point la douleur et la joie sont présentes dans ce poème. C'est-à-dire que ça vient d'une expérience personnelle, qui est une enfance et des mariages qui ont été ratés, et donc une tristesse profonde qui motive tout ça. Mais il ne faut pas oublier non plus que c'était une époque où les femmes se libéraient, et qu'elles retrouvaient leur propre personne. Donc le culte du moi, il ne faut pas oublier ce que disait la comtesse de Noailles, vivre, vivre, quel bain de lumière. Et là, il y avait l'orgueil, il y avait cette redécouverte de soi et ce culte du moi. Alors, c'est très curieux parce que la vie de cette magnifique empêcheuse de tourner en rond commence un peu comme celle de Madame Bovary. Alors, on est en 1893, elle a 18 ans et elle va épouser Charles Bovary, en fait. Voilà, le premier venu, ne serait-ce qu'un chien coiffé, disait Balzac. C'est-à-dire, elle a 18 ans, elle n'a qu'une envie, c'est de partir de chez sa mère, qui l'a éduquée d'une façon très sévère. Et donc, elle part avec un instituteur, un simple instituteur, qui était sans doute très, très amoureux d'elle. Et elle confond cet amour qu'il avait pour elle avec le sien propre. Et donc, elle se marie et c'est une catastrophe dès la première nuit de noces, qu'elle décrit d'ailleurs d'une façon très, très, très violente. Et donc, et à partir de là, ça va être Madame Bovary, insatisfaite, profondément déçue par la vie, et elle va attendre qui? L'amant qui va se présenter bientôt. Charles Dumont. Charles Dumont. Charles Dumont, mais encore une fois, la Charles Dumont, ça va être de courte durée, 1900, mariage à 1904. En fait, elle est un peu son Pygmalion, mais c'est pas encore ça. Elle trouve une certaine compréhension avec lui, mais c'est pas ça, quoi. C'était un homme très intelligent, qui avait énormément d'humour, qui sera d'ailleurs plusieurs fois ministre, et qui l'aimera énormément aussi, et qui la fera. Et une fois formée, une fois mûre, elle le quittera, effectivement. Parce que quand l'élève est prêt, le maître arrive en la personne de Ricciotto Canudo. Ricciotto Canudo, qui est un Italien, poète, exalté, beau garçon, qui sera à l'origine de l'appellation 7e art pour le cinéma, et qui sera son amant pendant une dizaine d'années. Ce sera le couple que Paris connaissait
Moi, je Le couple dirais absolu. unique. Oui. En tout cas, dans la conception de la vie, des choses, de l'art, de la totalité de l'œuvre, effectivement, de l'influence nietzschéenne, ce sera le couple. Alors, on a l'impression quand même qu'il faut que Valentine en ait fini absolument avec le mariage pour que commence vraiment son œuvre. Parce que j'ai l'impression que cette œuvre se déploie entre 1905 et 1913, Oui, à l'aube c'est de la la raison, Première Guerre. c'est la raison pour laquelle elle quitte Charles Dumont, lui disant maintenant, les mariages c'est terminé, j'ai l'impression que je ne peux créer qu'en étant indépendante et hors des liens du mariage et de la famille. Effectivement, elle part de là. Je voudrais juste rajouter quelque chose. C'était le couple avec Ricciotto Canudo, mais même les deux inventeront la notion de surcouple, puisqu'ils étaient influencés par Nietzsche et la notion du surêtre. C'était le surcouple parisien. Oui. On a l'impression que, d'ailleurs, sa vie va prendre aussi un autre tournant à la mort de Canudo en 1923. C'est-à-dire qu'à la fin, ils ne seront plus d'accord sur certaines choses. Ils auront vécu un amour unique, extraordinaire, avec une entente tout à fait parfaite entre les deux. Et puis après la Grande Guerre, eh bien, il y aura une divergence, notamment de la conception de la guerre en elle-même. Ricciotto Canudo aura été soldat, décoré, etc. Et elle, eh bien, elle s'orientera de plus en plus vers l'Orient. Ce sera autre chose. Alors arrive Marinetti, le chef de la bande à Bono du Verbe qu'elle rencontre. La bande à Bono du Verbe, ce sont les futuristes, bien sûr. Ça tombe bien parce que Marinetti cherche une femme pour cautionner ses idées et Valentine, un agitateur culturel, comme l'explique le spécialiste du futurisme Giovanni Lista. Donc le mouvement futuriste est un mouvement d'art, de culture et de mouvement aussi politique au sens large du terme, que Marinetti a fondé en 1909 pour donner à l'Italie un risorgimento, c'est-à-dire une résurrection artistique et culturelle telle qu'elle avait eu lieu dans le domaine politique à la moitié du XIXe siècle. Il se base sur l'idée de futur pour la simple raison que pendant toute son histoire, à travers les siècles, l'Italie a toujours misé sur le passé. Depuis Dante, depuis Pétrarque, mais même avant, depuis Virgile, il y avait toujours un âge d'or qu'il fallait reconquérir, c'est-à-dire le modèle était toujours le passé. Donc Marinetti imagine un modèle antithétique, radical, c'est-à-dire c'est le futur qui est un absolu. Il faut poursuivre un futur. Par exemple, lors du Risorgimento, le véritable hymne des patriotes qui allaient se battre pour réaliser l'unité d'Italie était le fameux Chœur du Nabucco de Verdi, que comme vous savez est un chœur de nostalgie, de bien perdu, de quelque chose de perdu. Donc Marinetti fonde une idée du futur qui est absolue et radicale. Donc à partir de là, il joue la provocation, il joue la radicalisation des idées, c'est-à-dire qu'il se comporte en agitationniste. Il est un agitateur culturel. Il n'est pas un philosophe, il n'est pas un penseur, il est un agitateur culturel. Donc il prend les idées de la modernité, il les mène à bout. Donc, dans cette situation-là, quand il fonde le mouvement futuriste avec un manifeste qui paraît d'abord en Italie et ensuite à Paris dans le Figaro, il lance une idée qui était justement une idée slogan, une idée radicale comme il les aimait. Nous préconisons le mépris de la femme, il dit. Qu'est-ce que cela veut dire cette idée? Il ne veut pas dire qu'il méprise la femme, il veut dire qu'il rejette l'idéologie d'annunzienne de la femme qui sévissait alors en Italie, c'est-à-dire une femme créature fatale, romantique, dispensatrice de plaisir, etc. C'est-à-dire un culte d'annunzien symboliste de la femme. Il est pour le mépris de cette image de la femme idéalisée, sublimée, et puis une femme démocratiquement insérée dans le corps social, agissant comme les autres, etc. Donc c'est une idée de modernité. Mais le problème, c'est qu'il est mal compris. Donc il y a Rachilde, il y a des écrivains français qui réagissent très mal à cette phrase. Et à partir de là, il pense, insérer dans son mouvement, un sectaire du féminisme tel qu'il l'entendait lui. C'est-à-dire non pas un féminisme bourgeois, d'une femme acclimatée aux usages et, aux rituels sociaux de la démocratie, mais une femme qui a une capacité révolutionnaire, une capacité de destruction des normes comportementales bourgeoises. Et il la trouve justement Valentine Saint-Point qui lui écrit, donc ils étaient déjà en rapport, puis ensuite elle lui écrit, elle lui propose de faire un manifeste, et comme vous savez, sortira le manifeste de la femme futuriste, et puis ensuite un deuxième manifeste, donc intitulé le manifeste futuriste de la luxure. Le mot luxure étant pour le mot éros, érotisme. Manifeste futuriste de la luxure. Réponse aux journalistes improbes qui mutilent les phrases pour ridiculiser l'idée. À celles qui pensent ce que j'ai osé dire. À ceux pour qui la luxure n'est encore que péché. À tous ceux qui n'atteignent dans la luxure que le vice, comme dans l'orgueil que la vanité. La luxure,
conçue en dehors de tout concept moral et comme élément essentiel du dynamisme de la vie, est une force. Qu'on cesse de bafouer le désir, cette attirance à la fois subtile et brutale de deux chairs, quel que soit leur sexe, de deux chairs qui se veulent, tendant vers l'unité. Qu'on cesse de bafouer le désir en le déguisant sous la défroque lamentable et pitoyable des vieilles et stériles sentimentalités. Ce n'est pas la luxure qui désagrège et dissout et annihile. Ce sont les hypnotisantes complications de la sentimentalité, les jalousies artificielles, les mots qui grisent et trompent, le pathétique des séparations et des fidélités éternelles, des nostalgies littéraires, tout le cabotinage de l'amour. Valentine Saint-Point propose dans ce manifeste une idée, une sorte de déchaînement de la femme comme créature d'instinct, créature capable de sortir du comportement réglé des normes sociales, etc. Alors, il faut savoir, par rapport à ces manifestes, que Marinetti et Boccioni, quand ils avaient été à Londres en 1912, ils avaient applaudi au cortège des suffragettes, c'est-à-dire qu'il y avait d'autres positions du futurisme dans le domaine, disons, du rapport à la femme, mais l'officialité, donc, est créée par Valentine Saint-Point. Alors, Marinetti lui accorde, dans l'organigramme du mouvement futuriste, lui accorde le rôle de dirigeant en ce qui concerne l'action féminine du mouvement futuriste, mais elle se détournera très vite de Marinetti parce qu'elle connaissait donc à Paris Ricciotto Canudo, qui était fondateur du mouvement cérébriste. Donc effectivement, même avec la métachorie qu'elle lance dans le domaine de la danse et du théâtre, elle est, une futuriste hétérodoxe, c'est-à-dire elle se trouve à côté de Marinetti en ce qui concerne l'idéologie de la femme, l'idéologie féministe particulière qu'elle défendait, mais son art et son engagement évoluent différemment. Des choses à signaler dans 1900, donc je crois 16 ou 17, lors de l'invention de la danse futuriste, Marinetti rejettera le modèle de la métachorie. Il dit que c'est un modèle encore marqué par le wagnérisme, encore marqué par le passéisme, par une certaine idée assez fumeuse, passéiste, 19e de la danse, alors que lui, il est pour la danse nègre, pour Loïc Schiller, etc. C'est une danse liée à la technologie, liée aux cultures non européennes, etc. Donc c'est une autre idée. Donc il y a divergence sur d'autres domaines. Il y avait en revanche convergence entre 12 et 13 sur le problème de la femme. Alors Fawzia Zouari, qu'est-ce que c'est que cette fameuse métachorie, la nouvelle danse? Alors cela veut dire, métachorie, c'est au-delà du cœur. Et en fait, ce que Valentine voulait faire, et c'est une première du genre, c'est faire en sorte que la danse soit complètement indépendante de la musique et qu'elle soit très liée à l'idée. C'est-à-dire si une idée, chaque idée indique une forme géométrique et il s'agira de danser cette forme comme dans la musique, on suit une partition pour faire un morceau. Mais ce qui est complètement et tout à fait révolutionnaire et qui sera repris, d'ailleurs beaucoup plus tard et jusqu'à maintenant, c'est justement cette idée de séparer complètement la musique de la danse. Et ça, les futuristes ont eu tort, parce que quand Marinetti, justement, disait que c'était rétrograde, c'est pas du tout vrai. C'était une idée tout à fait originale et inédite. Malheureusement, la guerre, finalement, arrive en 14, bien qu'elle danse encore elle-même, je crois, en 1917, cette métachorie au Metropolitan Opera. Au dire des uns et des autres nus, ce qui, à mon avis, n'était pas le cas. Un peu voilée, peut-être. Un petit peu, légèrement. La guerre marque véritablement un tournant, et on peut dire qu'à partir de ce moment, elle s'oriente vers la Méditerranée, puis l'Orient. La Méditerranée a toujours été présente chez elle et chez Ricciotto Canudo. Il faut dire que l'idée méditerranéenne était très très présente chez les deux. Et en 1921, quand elle prend donc possession du château Scudo, qui appartenait au directeur du journal Le Figaro, eh bien c'est pour y créer une confédération méditerranéenne. Il faut dire que c'est une des premières tentatives de créer une entité méditerranéenne et d'appuyer l'idée de la Méditerranée. Elle est en Corse à ce moment-là. Elle s'installe en Corse parce que pour elle, la Corse, c'est le trait d'union entre l'Orient et l'Occident. Et elle crée le collège des élites. Dans ce collège, il s'agissait de faire venir des élites occidentales, des élites orientales, pour penser au futur de la Méditerranée et au futur du monde, parce qu'elle voyait tout en grand.
Et donc, après ce passage quand même important en Corse, elle part pour le Caire en 1900. Eh bien, c'est-à-dire qu'elle échoue et les élites orientales et occidentales ne sont pas présentes. Donc, comme c'est une femme qui à chaque fois rebondit sur autre chose, eh bien, elle décide de partir au Caire. Et donc, en décembre 1924, elle arrive au Caire. Est-ce qu'elle s'est déjà convertie ou est-ce qu'elle se convertit à peu près à cette époque à l'islam? Lorsqu'elle part en 1917 aux États-Unis, Oui. où elle découvre donc le Nouveau Monde, où elle danse la métachorie, elle rencontre apparemment beaucoup de nationalistes arabes et musulmans. Elle découvre la religion musulmane, mais elle l'avait déjà connue de par les affinités de Lamartine avec l'islam, il ne faut pas l'oublier. Et donc, en rentrant vers 1918 en France, elle s'arrête au Maroc et elle se convertit à l'islam. Dans quelles conditions, on ne sait pas. En tout cas, elle le gardera, ce sera son secret pendant des années, elle ne le dira pas. Et elle se fait baptiser, enfin non, c'est pas baptisé. C'est pas baptisé, mais elle a un nom musulman que je vous le laisse prononcer. Qui est celui de Rawhiya Noureddin, qui veut dire en quelque sorte zélatrice de la lumière, de la religion. Oui. Effectivement, elle le cachera quand elle sera au Caire, un peu plus tard. Elle le cachera, mais il faut dire qu'elle n'était pas encore vraiment convaincue de cette foi-là. Elle était venue aussi à l'islam, et c'était le cheminement de plusieurs penseurs, de plusieurs intellectuels à l'époque, via la théosophie. Oui. Souvent, on passait à l'islam après avoir étudié les religions asiatiques et la théosophie. Et donc, quand elle arrive, elle ne le dit pas. Mais elle dit que voilà, je suis venue, je suis l'arrière-petite-nièce de Lamartine, vous connaissez le passé de mon oncle, j'ai choisi l'Orient parce que l'Occident, c'est la civilisation du matérialisme, vous avez vu ce que la guerre a fait, et bien maintenant, ils étaient nombreux, Romain Rolland et d'autres, maintenant nous regardons vers l'Orient, et parce que de l'Orient viendra la spiritualité, donc je suis avec vous, et à partir de là, commence son combat pour l'Orient. Alors, les critiques, les chercheurs, le peu de chercheurs qui ont travaillé sur Valentine de Saint-Point, situent l'avant-garde de Valentine dans le futurisme, dans la luxure, etc. Moi, c'est le contraire. Je la situe à partir de son départ en Égypte. Parce qu'à partir de là, elle va développer une pensée, une action pour l'islam et le monde arabe qui n'a jamais été tentée, même par les hommes, où l'orientalisme devient une orientalisation. C'est-à-dire, petit à petit, on adhère à l'Orient et on devient comme les orientaux. Elle croit même qu'elle était orientale. Oui, alors ce qui est très curieux quand même, elle a dû être un peu en porte-à-faux parce que lorsqu'elle lance la revue Le Phénix, revue de la Renaissance orientale, qu'elle paye de ses deniers d'ailleurs, je crois, elle prend fait et cause pour le nationalisme arabe, contre l'impérialisme occidental. Et ce qui est curieux quand même, et ses détracteurs ont dû l'accuser là, c'est qu'elle accuse l'orgueil occidental. Elle qui était quand même le chantre de l'orgueil à une certaine époque. Non mais de toute façon, elle l'avoue. Elle dit j'étais dans l'orgueil, j'étais dans l'individualisme, j'étais dans le culte de la race, dans le culte de la guerre. Eh bien maintenant j'ai changé. Et elle ne le cache pas. Et elle l'assume. Elle l'assume, mais quand on lit ses papiers dans le Phénix, on y trouve quand même un emportement et une ferveur qui est quand même encore très occidentale pour défendre les idées orientales. Ça a dû gêner les orientaux quand même. Enfin, disons, les dérouter. Non, mais même toute sa façon d'être, son paganisme, son amour de la chair, tout ça, ça restera jusqu'à la fin, jusqu'à sa mort. Mais disons maintenant, situons-nous au niveau du discours. Ce qu'elle dit, c'est qu'elle reconnaît cette rupture. Maintenant qu'on conclut après qu'elle est restée quand même occidentale, effectivement. Alors, elle est quand même, moi ce que j'ai trouvé admirable, c'est qu'elle dit dans le Phénix, faites l'union entre tous les pays du Proche-Orient. Et là, nous sommes en 1925. Exactement. Et alors, on parlait de Lamartine tout à l'heure. Il me semble qu'en effet, le vrai lien avec Lamartine, c'est ce goût pour l'Orient, au travers d'une personnalité comme Esther Stanhope, qui était-elle au Liban dans les années 1830, et tandis qu'Esther Stanhope médite au Liban, 100 ans plus tard, Rawhiya Valentine Fawzia Zouari est au Caire. On la voyait se promener dans les rues du Caire, vêtue d'une robe de satin violet, de bas vert, d'un boa de plumes roses. Ne riez pas, c'était un modèle de Poiret 1914, sauvé du désastre. Aujourd'hui, elle ne quitte plus guère sa petite maison de Matariet,
dans une banlieue lointaine, à la limite de la ville et des champs. Elle y vit avec ses singes, ses chats, ses perroquets, et malgré la rente que lui a laissée le ministre de la Troisième République, tout porte à croire que l'aisance n'y aide pas. Que reste-t-il à Valentine de Saint-Point? Les souvenirs qu'elle se refuse à publier. Ces choses-là, dit-elle, ne regardent que moi. Il y a seulement quelques semaines, elle fut la seule Française au chevet de cet autre Français extraordinaire que fut Roger Guénon qui avait renoncé à l'Occident et vivait en musulman dans les ruelles du Vieux-Caire. Alors, Fawzia Zouari. Oui, ce croisement de destin entre l'oncle et sa nièce est quand même étonnant, parce que Lady Stanhope, au XIXe siècle, donc, qui vivait au Liban, a reçu en visiteur Lamartine. Et en le recevant chez elle, après avoir longuement attendu dans le hall, elle avait fait exprès, eh bien, elle prend son pied, elle le regarde et elle dit « Mais c'est étonnant, vous avez… » Elle prend le pied de Lamartine. Le pied de Lamartine, parce que… et elle lui dit « Vous avez le pied… courbe comme le pied des Arabes, et vous êtes d'origine arabe. » Donc il faut rappeler que Lamartine, effectivement, était très intéressé par l'islam. Et une des légendes qui est encore présente dans le monde arabe, c'est que Lamartine s'était converti à l'islam et ne l'avait pas déclaré, il l'avait gardé secret. Alors Valentine de Saint-Point, ayant su donc cet épisode avec Lady Stanhope, était intéressée par donc cette influence. Elle s'est dit, moi aussi, j'ai des racines arabes. Effectivement, et en débarquant au Caire, elle dit les Lamartine sont d'origine sarrasine, et la preuve, Lamartine, ça veut dire à l'origine était Allah Martine. Et donc nous avons toujours été liés à l'islam, et en quelque sorte, je suis sûre qu'elle croyait que elle, c'était la musulmane déclarée de la famille Lamartine. C'est-à-dire qu'elle s'était convertie à l'islam, elle avait pris fait et cause pour le monde arabe, ce que Lamartine, un siècle plus tôt, ne pouvait pas faire. Alors, Lady Stanhope est morte, on l'a entendu, dans le dénuement. Valentine de Saint-Point également. Elles sont dans une grande solitude. Il y a quand même cette amitié avec Roger Guénon, qui était René lui-même… Guénon, oui. René Guénon est arrivé au Caire en 1925 et Valentine de Saint-Point était devenue une de ses amies intimes, à tel point que quand il est mort, en 1951, je pense, elle était la seule à son chevet, avec son médecin, le docteur Katz. Donc il y a eu une grande amitié entre les deux, qui sans doute, qui est restée, d'ailleurs tous les adeptes de René Guénon le savent, et quelque part vouent une forme d'admiration pour Valentine de Saint-Point. Donc elle, pour revenir à sa mort, parce que elle est morte exactement dans les mêmes conditions de Lady Stanhope. Lady Stanhope s'était emmurée et n'avait plus personne chez elle. Valentine de Saint-Point était dans le dénuement total. Alors elle est morte le 23 mars 1853 à minuit. On lui avait dit, je crois au Maroc, vous mourrez seul et oublié, ce qui est terrible, mais ça a été assez le cas. On a dû vendre quelques dessins et aquarelles de Rodin pour pouvoir l'inhumer décemment. Et l'inhumer donc selon la coutume musulmane, dans le cimetière El Assaï au Caire. Et derrière elle, il y avait une poignée de musulmans et un ou deux fonctionnaires du consulat de France à l'époque. Alors la voilà donc dans son linceul posé selon la coutume à même le sable. Mais Valentine de Saint-Point avait depuis longtemps célébré ses noces avec le désert et ses tourbillons de sable, noces ferventes. Dans le sable glacé, mon corps brûlant, ô joie. Par épines, cheveux épinglés dans le sol, vent vierge, vent tout pur et que le ciel envoie, vent du désert partout, pénétrant comme un viol.
C'était Les Princes de l'étrange, une émission proposée par Anne-Lise David. Aujourd'hui, Valentine de Saint-Point avec Fawzia Zouari. Fawzia Zouari vient de publier un roman, Ce pays dont je meurs, aux éditions Ramsay. Lecture d'Annie Bertin, Archivina Catherine Louis, mixage Romain Lenoir. Réalisation Brigitte Bouvier.